On va réviser notre... Ah, c'est autonome, c'est autonome. C'est Ouais, ça, c'est autonome. le C'est entièrement recording est automatisé autonome. grâce à l'intelligence humaine. Alors, on y va là, c'est bon, on enregistre, Ouais. on en est où? Ouais, on enregistre. Ok. Euh, Allez, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à la deuxième édition du Planning Salon. On a au moins une personne qui a réussi à se joindre à nous. C'est quand même, on a rendu ça un petit peu plus compliqué que d'habitude. On aura peut-être quelques personnes qui se joignent à nous. Donc, c'est une émission encore un peu expérimentale organisée par le Club des planeurs stratégiques, donc, qui sont moi, et Jérémy, et Gaël, et Audrey. Et on a une personne qui s'est joint à nous. Et je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Je vais parler un petit peu pendant un quart d'heure, 20 minutes, et je vais poser les bases de notre thème d'aujourd'hui, qui est sur les véhicules, les voitures autonomes et l'intelligence artificielle, donc particulièrement appliquée aux voitures autonomes. Et je vais essayer d'apporter suffisamment d'éléments pour qu'on s'y connaisse beaucoup ou pas beaucoup, de pouvoir participer à une conversation animée et poser quelques questions et ensuite qu'on puisse avoir une conversation et débattre un peu. Mais bon, déjà, on va se placer un petit peu sur qui on est, là où on est, exactement ce qui se passe. Tandis que je retrouve le document où j'ai tout écrit, ce que j'ai préparé. Hop. Et je vais poster quelques liens dans le chat aussi au fur et à mesure. Donc moi, je m'appelle Willem Vandeur, je suis consultant en planning stratégique ou stratégie de marque aussi, donc et votre hôte pour le salon d'aujourd'hui. On a commencé à organiser ces rendez-vous une fois par mois, donc c'est la deuxième fois qu'on le fait, donc c'est encore tout neuf. Si on diffuse ça, ce sera diffusé pour plus tard, vous aurez l'opportunité de l'écouter ou de le regarder en podcast, soit sur YouTube ou de l'écouter sur Spotify ou vos podcasts préférés. Et l'idée, c'est une occasion pour partager nos idées, nos opinions, l'actualité sur les transformations du métier en planning stratégique, en communication, parler d'enjeux sociétaux, de tendances de consommation, de nouvelles technologies, et tout ce genre de choses qu'on a amené à regarder, à traiter dans nos activités de planeur stratégique. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange, c'est vraiment censé être informel, c'est pour apprendre, partager, discuter, être inspiré. Et comme j'ai dit, on va enregistrer la session. Là, on est en plein enregistrement. Donc, je vais parler de quelques informations récentes sur le thème de la voiture autonome. Et après, je vais ouvrir la conversation avec les autres. Donc, pour me présenter un petit peu, moi, ça fait 15 ans que je suis planeur stratégique sur une carrière de 20 ans, principalement en agence de publicité, de communication et de marketing, digital et traditionnel, et à l'étranger. Donc, j'ai travaillé longtemps à Londres, j'ai travaillé à Singapour, à Chicago, j'ai eu l'opportunité de voyager un petit peu partout en Asie, travailler avec des agences comme Saatchi et Saatchi à Singapour ou BBDO à Chicago. Je suis assez touche à tout, donc j'ai travaillé sur beaucoup de marques et de catégories différentes. J'ai démarré plutôt du côté digital, donc j'étais infographiste et ensuite j'ai bougé du côté stratégie. Et j'ai travaillé sur plusieurs marques automobiles, dont Volkswagen côté utilitaire, donc je vendais des vannes et des camping vans en Angleterre, Toyota, Lexus, Audi, et beaucoup plus récemment, et la raison pour laquelle je suis en train de donner ce sujet sur les véhicules autonomes, c'est que je travaille encore d'ailleurs depuis cet été avec une start-up française qui s'appelle Stanley Robotics dans le domaine de la robotique et des véhicules autonomes. Donc, eux, ils ont développé un robot qui peut soulever et garer les voitures. Et l'idée étant que ça permet d'optimiser l'espace de parking et de stockage pour l'industrie de la logistique automobile. Et en passant, un des cofondateurs, Aurélien Corde, va parler pendant un séminaire en ligne qui est organisé par l'université de Gustave Eiffel cette semaine. Je partagerai le lien et j'en parlerai un petit peu dans quelques minutes. Donc voilà, donc vu que depuis cet été, j'étudie tout ce qui se passe dans le domaine de la robotique et des véhicules autonomes et un petit peu de l'intelligence artificielle, je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant de partager quelque chose avec vous aujourd'hui, d'en discuter, parce que il y a beaucoup de nouvelles, vraiment juste maintenant, en ce moment, qui sont discutées, énormément d'enjeux de sociétés très divers, donc pas mal de questions intéressantes et riches pour discuter. Donc, et ça fait un petit moment, et je pensais démarrer par une petite histoire qui remonte déjà il y a presque 10 ans, hein, genre 9 ans. Et c'est au moment où j'ai emménagé, je suis arrivé fraîchement à Singapour depuis Hong Kong. J'ai commencé, je venais de rejoindre l'agence Saatchi et Saatchi, littéralement mon premier jour de travail. Donc, je venais d'atterrir la veille. Le lendemain matin, j'étais au bureau. Premier jour de boulot on m'avait dit que j'allais travailler sur le Lexus et Toyota, mais je ne savais littéralement rien du tout. On ne m'a même pas donné d'ordinateur. Et le directeur commercial à la tête des comptes Toyota m'attrape et me dit « Ah, mais on s'attendait, on t'attend avec impatience. C'est génial que tu sois là. On a un brief super important qui nous vient de Tokyo.
c'est pas très clair, on a vraiment besoin d'avoir ton aide. Ok, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais c'est parti, allons-y. Et en fait, il y avait un brief tout nouveau pour une réunion interne mondiale de Toyota. Et c'était extrêmement ouvert et extrêmement flou. L'opportunité était qu'on crée quelque chose qui prouve et montre comment la marque Toyota est en train de mener la voie vers l'avenir du transport et de la mobilité connectée. Sauf qu'on n'avait aucune information tangible et pratique de ce qu'ils étaient vraiment en train de faire ou de ce qui se passait au niveau technologique. En dehors, le seul truc qu'on avait qui était minuscule, c'est qu'il y avait une petite annonce qu'ils étaient en train de faire un prototype de test avec l'ancêtre de ce qui est aujourd'hui Android Auto, donc l'interface connectée pour avoir Android dans sa voiture, en gros, hein, c'est ça. En gros, ça permet d'avoir Spotify sur les enceintes de la voiture et c'est à peu près tout à ce stade-là. Donc, ce qui était vraiment pas évident à l'époque et ce qui est toujours pas évident aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé, mais ce qui est toujours difficile, c'est que c'est un environnement à l'intérieur duquel il y a énormément de flou, quoi. Et ce qui était, j'essayais à la base, on essayait de savoir, mais qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire? Et à la place, en fait, il fallait imaginer pour tous les gens qui allaient se retrouver dans cette réunion interne, d'imaginer un scénario qui explique en vidéo pour faire rêver et faire comprendre que Toyota, en vrai, a un plan pour l'avenir de la mobilité. Donc, depuis, ils ont sorti beaucoup plus de trucs, genre e-palette, etc. Mais il n'y avait vraiment aucun détail précis. Donc, à la fin, c'était une vidéo animée avec des bonhommes qui voyagent dans une ville connectée, un petit peu futuriste, qui explique que tous les véhicules sont connectés à nos téléphones, que les véhicules communiquent entre eux et ont des divers degrés d'autonomie. Et je mentionne cette histoire parce que c'est le genre de défi auquel les clients actuels Stanley Robotics sont en train de faire face. Et tous les clients, toutes les marques en fait, qui travaillent au niveau de la technologie et de l'innovation, qui sont en train de créer quelque chose qui n'existe pas, doivent pouvoir, enfin doivent, je pense que c'est une des clés de pouvoir arriver à partager leur vision de l'avenir pour des gens qui n'arrivent pas à suivre ou qui n'ont pas forcément les mêmes capacités technologiques, quoi. Et ça, il y a énormément qui est en train de se passer au niveau du véhicule autonome et de l'intelligence artificielle. Donc ça, je partagerai la vidéo, je l'ai ouverte hein, sur un Vimeo. Et je pensais, bon, alors je vais continuer, je vais parler un petit peu en termes de secteur et de chiffres. Il y a énormément de changements dans le secteur automobile. Évidemment, on est aussi dans le secteur de la robotique et de l'intelligence artificielle. C'est des mots-clés que j'ai répétés plusieurs fois. Le secteur de la robotique, en soi, est en expansion. Donc, ça a tendance à fonctionner en cycle, hein, qui sont calés sur la croissance des industries, qui souhaitent automatiser toutes leurs opérations. En général, vu que c'est des gros investissements d'investir dans la robotique et d'automatiser des secteurs industriels, en période de crise, en général, ce genre de projets sont plutôt mis en pause, comme l'année dernière. Et c'est aussi intéressant parce que non seulement à partir du moment où une voiture commence à être autonome, on peut commencer à la considérer comme un robot, mais aussi le secteur automobile est le plus grand consommateur de robots industriels aussi. Donc il y a presque un tiers de toute la robotique qui est achetée par le secteur automobile. La production de voitures était légèrement en déclin, donc ça en 2018-2019, avant même la crise du Covid. Donc ça, il y a un léger changement au niveau de la voiture. Euh, mais dans le secteur des robots mobiles et autonomes, en 2020, même pendant une baisse, il y a eu plus de 2 milliards de dollars investis dans le secteur. Et en avril 2021, donc là, ça a commencé à reprendre. Il y a eu presque 5 milliards qui ont été investis dans les entreprises de robotique dans le monde entier, hein, tout secteur robotique confondu. Donc, il y a ce secteur en particulier qui sont les robots mobiles autonomes, hein, il y a beaucoup d'applications où la voiture autonome que nous, on conduit en tant qu'humains, qui est trop compliquée. Donc, il y a certains secteurs où ils sont rabattus sur créer des robots mobiles, un peu comme les clients avec lesquels je travaille de Stanley Robotics. Donc, eux, ça a été fondé par 2 docteurs-chercheurs en robotique et en véhicules autonomes. Et en fait, ils travaillaient pour le département de transport du ministère des Transports, en fait. Et eux, ils avaient énormément d'expérience en prototype et en recherche pure. Mais ils ont eu un petit peu marre de dire, OK, bon, quelles sont les applications théoriques de la voiture autonome? Et ils se sont dit, bah, ce serait quand même assez intéressant de regarder qu'est-ce qu'il y aurait comme application pratique pour pouvoir faire évoluer et développer la technologie dans un environnement pratique et réel, quoi, essentiellement. Donc, c'est pour ça qu'ils ont créé ce robot autonome qui est capable de soulever une voiture. Hop, il a des petits bras, il soulève la voiture et il va la garer un petit peu plus loin. Le système, il communique avec les différents robots, il sait où les voitures sont garées, il sait où est-ce qu'il faut aller récupérer, à quel moment.
Et voilà. Donc, il a les mêmes genres de senseurs que les voitures autonomes extrêmement performantes. Donc, des lidars, des radars, des caméras, etc. Dès qu'on parle de voitures autonomes, on parle de projets de grandes marques. Hein. Donc, les deux au top, c'est Tesla en premier lieu. Tesla qui, au jour d'aujourd'hui, est la marque de voiture qui a le plus de valeur dans le monde, hein, qui a dépassé toutes les autres marques traditionnelles de voitures. Donc, au jour d'aujourd'hui, elle est évaluée à plus de 42 milliards de dollars. Et en deuxième position, on a Toyota qui est évalué à 26, presque 27 millions, donc beaucoup moins. Ensuite, Mercedes à 25 et BMW à 24 milliards de dollars. Donc, Tesla et Waymo, qui anciennement c'était le secteur de développement de technologie autonome de Google. Donc, Waymo appartient à Alphabet. Et puis, évidemment, après, on a toutes les autres marques, Mercedes, Ford, etc., qui sont en train de travailler petit à petit sur les technologies de véhicules autonomes. Et on a des nouveaux venus, comme la semaine dernière, Apple, qui a annoncé que leur projet de la Apple voiture, Apple Car, sera non seulement électrique, mais probablement autonome à on ne sait pas exactement quel niveau, quoi. Et après, au niveau d'autres technologies dans le secteur, en France, on en a pas mal. Donc, il y a Stanley Robotics avec qui je travaille, EasyMile, qui ont des projets de navettes autonomes, Navia, qui est un peu la même chose, Neolix, et il y en a plein d'autres dans le monde, il y en a plein. Alors, donc déjà, comment ça marche au niveau technique? La voiture autonome, il y a la Société des ingénieurs automobiles qui a créé un niveau de référence qui a été adopté au niveau international. Et ça va de niveau 0, donc c'est une classification de référence, à niveau 5. Niveau 0, c'est la voiture gérée entièrement par un conducteur humain, donc c'est 99,9% de toutes les voitures sur toutes les routes du monde. Il peut y avoir des systèmes qui aident à la conduite, comme un ABS, des caméras ou des signaux, mais c'est le conducteur humain qui fait tout. Okay. Ensuite, à partir du niveau 1, on commence à être légèrement dans l'autonomie, donc de la conduite assistée. Là, il y a quelques voitures sur les routes, des voitures un peu premium, de haut niveau, qui ont ce genre de choses, c'est-à-dire il y a un contrôle qui ajuste automatiquement la vitesse de croisière selon la vitesse des voitures devant et derrière, par exemple. Donc, c'est une vitesse de croisière adaptive. Ça, c'est niveau 1. Donc, il y a quelques petites choses au niveau de l'accélération, de la décélération qui permettent d'assister la conduite. En niveau 2, ça, c'est l'autopilote de Tesla. Techniquement, en ce moment, il est niveau 2 à peu près. Donc, le véhicule peut contrôler certaines fonctions du volant, de l'accélération, de la décélération. La conduite, elle n'est pas encore autonome. C'est la personne, l'humain qui conduit et l'ordinateur qui aide. L'ordinateur, il ne sait pas gérer toutes les situations. Ensuite, on a niveau 3 et là, on a un passage subtil où les responsabilités changent du conducteur humain à l'ordinateur. Donc là, la bascule va vers l'ordinateur et l'ordinateur prend charge et le conducteur humain, techniquement, hein, c'est théorique, hein, aide. Niveau 4, c'est l'autonomie élevée. À ce stade, le véhicule, techniquement, il est complètement autonome, mais si jamais il y a un problème, le conducteur humain peut reprendre le contrôle. Et là, il y a quelques voitures qui sont à ce stade-là. Donc, Waymo a des tests autour de Phoenix, dans l'Arizona, par exemple, avec des voitures techniquement de niveau 4, mais qui sont capables de gérer qu'un pâté de maison, quoi. Okay, par exemple. Donc, il y a un secteur géographique à l'intérieur duquel la voiture arrive à fonctionner. Et en dehors de ça, on ne sait pas trop. Niveau 5, là, on est en autonomie complète. Donc là, techniquement, la théorie, c'est à ce stade-là, il n'y a plus besoin de volant, il n'y a plus besoin de tableau de bord, il n'y a plus besoin de conducteur. Tout est totalement autonome. Voilà. Alors, l'autre mention, je vais mentionner 2-3 trucs avant que je passe la parole et j'ouvre la conversation, c'est de parler un petit peu de senseurs. Alors, c'est lourd un peu en niveau technique, mais je pense que c'est important de pouvoir comprendre certaines des bases en niveau technique. Parce que, donc, d'abord, avant même qu'il y ait un ordinateur ou une intelligence artificielle qui puisse théoriquement prendre le contrôle de la conduite d'une voiture autonome, il faut déjà qu'elle puisse voir. Donc, les questions de perception. Donc, il y a les senseurs, là. Chacune des voitures autonomes, même des voitures aujourd'hui, parce qu'elles ont des caméras, ont énormément de senseurs différents qui sont planqués à l'intérieur de la voiture. Donc, la voiture, elle a le Wi-Fi, elle a des radars, des lidars. Donc, ça, c'est une des technologies les plus utilisées dans la perception de véhicules et de robots autonomes. C'est le lidar. Donc, c'est la même chose qu'un radar, sauf que c'est un laser, en fait. Et j'utilise celui-là parce que c'est un exemple intéressant. Alors, après, il y a plein de caméras. Il y a des caméras infrarouges. Il y a plein d'autres choses. Mais le lidar,
C'est un bon exemple parce que c'est assez intéressant. Donc, c'est le laser. Donc, c'est un laser. Il envoie plein de petits lasers. Et dès qu'il ricoche sur un obstacle, il va essayer de petit à petit calculer une image en 3D de ce qu'il y a autour de lui. Sauf que, d'une part, ce genre de matériel, c'est cher. Donc, par exemple, il n'y a pas si longtemps, il y a genre jusqu'à l'année dernière ou l'année précédente, la moyenne d'un prix pour un lidar, c'était 75 000 dollars. Sachant que le prix moyen d'une voiture de la plus vendue en France, c'est une Peugeot 208 et coûte 25 000 euros. Donc, il y a un challenge et un défi pour que le prix de tous les senseurs de perception baisse. Et donc, ça a baissé beaucoup. Ce prix, le prix, il y en a apparemment, il y a des boîtes qui disent qu'ils arrivent à faire quelque chose pour 1 000 dollars ou dans ces eaux-là. Mais je ne sais pas exactement quelle est la qualité. Mais il y a toute une question de prix des senseurs qui doivent être embarqués dans le véhicule autonome. Et il y a aussi une question de à quelle vitesse ces technologies-là sont en train d'évoluer pour pouvoir assurer un niveau de perception suffisante pour qu'un véhicule soit autonome. Il y a aussi énormément de questions d'environnement. Donc, vu que le laser, il ricoche sur des trucs qui sont à l'extérieur, dès qu'il pleut, dès qu'il neige, dès qu'il y a du brouillard, les lasers et la lumière sont réfractés et ça brouille les perceptions de la voiture. Alors, évidemment, nous, en tant qu'humains, on ne voit pas aussi bien sous la pluie non plus, mais ça soulève des questions de à quel moment est-ce qu'il y aura suffisamment de technologie de perception pour faire qu'on sait exactement qu'on a toujours une perception totale de l'environnement autour de la voiture autonome. Donc, voilà. Donc ça soulève pas mal de questions encore, donc c'est sophistiqué. Voilà. Alors, ensuite, il y a la question suivante. OK, bon, maintenant, mettons on a toutes nos perceptions, on a tous les senseurs. Les senseurs, il y a des caméras, il y a des radars, il y a des lidars. La voiture est capable de voir ce qu'il y a autour d'elle, de voir les voitures qu'il y a devant, de voir les obstacles, de voir des passagers, des piétons, des chiens, etc. Et ça, il y a un nombre de standards qui existent déjà dans le monde, qui existent au niveau de l'Union européenne, qui existent au niveau des États-Unis, qui existent au niveau des grands pays du monde, voire, et même des Nations unies, parce que les Nations unies ont des commissions qui publient des documents. Donc, par exemple, au début de l'année, les Nations unies ont publié un document pour dire ils jugeaient que la technologie était suffisamment avancée pour que des voitures d'autonomie de niveau 3 puissent être commercialisées. Mais après, c'est des avis, l'avis de la Commission des Nations Unies. Donc, en tout cas, l'avis, c'est comment interpréter les informations. Donc, il faut qu'il y ait une intelligence artificielle qui puisse collecter toutes les données de la route et des choses qui sont perçues par la voiture pour dire ensuite, bon, bah, j'accélère, je décélère, je tourne à droite, je tourne à gauche. Comment et à quel moment je change de voie. Et vraiment, évidemment, l'objectif final que la voiture démarre et qu'elle puisse aller de point A à point B en toute sécurité pour les passagers de la voiture. Alors, on a aussi toutes les conversations éthiques qui rentrent là-dedans. Donc, la plus connue, c'est est-ce que, et ça, on en parle énormément, il y a beaucoup de conversations sur l'éthique, donc les dilemmes moraux, comme le dilemme du tramway, qui dit, en gros, face à un problème qui va nuire à une personne ou nuire à plusieurs, comment agir. Donc, traditionnellement, le dilemme moral du tramway, c'est il y a un embranchement avec 5 adultes, l'autre embranchement avec un enfant. Dans quelle direction est-ce qu'on envoie le tramway? On a un moment pour décider. On parle de ce genre de problème énormément avec les véhicules autonomes. Et ça, j'en parlais avec l'un des directeurs de chez mes clients à Stanley qui disait ça, c'est vrai, mais en même temps, comment elles sont programmées maintenant, les intelligences artificielles de véhicules autonomes, c'est que s'il y a trop d'obstacles autour d'elles, elles bloquent. Elles ne savent pas comment gérer l'information. Donc, s'il y avait un troupeau de moutons devant nous dans la route ou s'il y avait une foule, la voiture, elle serait bloquée. Elle considérait elle verrait ça comme un mur et elle ne sait pas comment l'interpréter, elle s'arrête. Parce que la voiture, elle peut interpréter qu'il y a un obstacle, mais elle ne peut pas interpréter qu'il y a une personne ou un obstacle fixe. Elle ne sait pas la différence entre la voiture. Bon, voilà. Et pour ouvrir la discussion un petit peu, alors ça soulève beaucoup de questions. Donc, notamment, qui dit ordinateur de bord et une connexion Wi-Fi, parce que ce qui se passe, comme pour les voitures Tesla en ce moment, les voitures Tesla sont toutes connectées par Wi-Fi sur un central et qui est en train de collecter toutes les données qui améliorent la qualité de l'autopilote, donc du système d'intelligence artificielle et du système de conduite qui est encore en bêta. Donc là, il est en train d'être testé en ce moment. Là, par contre, il y a des problèmes. Donc, dans les news, ils ont rappelé il y a quelques semaines 11 000 voitures.
Là, je viens de voir une vidéo de la semaine dernière qui a été publiée par CNN Business avec quelqu'un qui est en train de tester la voiture dans New York et qui est en train de reprendre le volant sans arrêt. Bon, alors, il dit que ce n'est pas du tout au point, ce qui est normal, hein, ce n'est pas au point. Elon Musk a dit, et ça c'est très intéressant de regarder, ça a été utilisé dans la promotion de l'événement aussi, c'est qu'il y a quelques années, il y a pas mal de PDG de startups de véhicules autonomes et bien évidemment Elon Musk et John Krafcik de Waymo était un peu plus circonspect de manière générale. Mais Elon Musk était en train de dire, dans 5 ans, on va tous avoir une voiture autonome, c'est sûr. Depuis cette année, ils sont encore plutôt en train de dire non, en fait, on réalise que c'est quand même assez compliqué. On n'y est pas encore tout à fait. Et une des raisons pour laquelle, par exemple, John Krafcik de Waymo dit que c'est plus difficile que de lancer une fusée dans l'espace, c'est parce que de lancer une fusée, c'est des calculs extrêmement compliqués qu'il faut réussir une fois. Et si on réussit une fois, la fusée elle est lancée dans l'espace, on a dépassé le stade orbital, etc. Par contre, pour la voiture autonome, c'est énormément de calculs complexes qui doivent être réussis à chaque minute, à chaque seconde, à chaque trajet, avec potentiellement des dizaines de milliers, des millions de voitures sur la route. Euh, alors, donc, est-ce qu'on fait confiance à l'ordinateur de bord? Il y a aussi le problème de la vigilance qui est noté au stade 3 et 4 de niveau d'autonomie de la voiture. Donc ça veut dire au moment où la voiture techniquement est autonome pour la plupart des choses, mais en tant que conducteur humain, on n'est pas censé relâcher notre vigilance parce qu'un problème peut arriver à tout moment. Mais si c'est la voiture qui conduit, on est plutôt probable que c'est probable qu'on relâche notre vigilance, quoi. S'il y a un ordinateur de bord et une connexion Wi-Fi, la voiture peut être hackée et va l'être, clairement. Donc, est-ce qu'on est tranquille dans une voiture totalement autonome, sans possibilité? Alors, il y a aussi la question de si on peut reprendre le contrôle, mais qu'elle sera hackée, est-ce qu'on l'a fait? Ou alors, est-ce qu'on serait confortable dans une voiture sans possibilité de reprendre le contrôle manuellement, sachant que même si c'est rare, elle peut quand même faire une erreur de jugement, la voiture. Il y a la question des véhicules autonomes partagés. Donc, Waymo, c'est une entreprise qui fait le pari qu'ils sont en train de développer des robots taxis, un peu comme Uber. Donc, bien évidemment, Uber est en train de travailler sur sa propre technologie aussi. Est-ce que les voitures est-ce qu'on sera propriétaire de nos voitures à l'avenir? Est-ce que ce genre de choses est viable pour les gens qui vivent à la campagne ou en banlieue? Est-ce que si j'ai une voiture mutualisée, mais si elle ne se pointe pas à l'heure où je dois aller au travail devant ma porte, j'appelle qui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un? Je ne sais pas. Et bien évidemment, il y a la grande question de la responsabilité des assurances. Donc ça, il y a des news qui viennent de sortir, des réassureurs qui sont en train de commencer à regarder comment est-ce qu'ils s'y prendraient pour assurer des voitures en cas d'accident et qui c'est qui est responsable. Parce que si elle est pleinement autonome, ce n'est pas le conducteur. Est-ce que c'est la marque de voiture? Est-ce que c'est les développeurs de la technologie? Est-ce que c'est le fournisseur de télécommunications? Euh, alors, horrible à dire, mais quels sont les dégâts, quels seront les dégâts pour la première marque de voiture autonome qui se retrouve à la une de tous les journaux du monde après avoir eu un accident où il y a malheureusement des blessés ou un décès? Et est-ce que l'argument de dire que les voitures autonomes auront moins d'accidents sur la totalité que tous les humains, est-ce que c'est viable ou est-ce que nous, on serait capable de l'accepter personnellement? Et encore une fois, on vient du côté de la responsabilité, bien évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'on aura une note? Parce que, par exemple, la manière dont Tesla est en train de donner accès à la bêta pour tester le système de véhicules autonomes, c'est qu'ils ont jugé sur un taux, un pourcentage de la sécurité du conducteur. Et si un conducteur est jugé très, très sûr, genre il a 100% de sécurité, on leur a donné une note, à ce moment-là, il peut être candidat pour tester la voiture autonome. Donc, ils vont d'abord donner la bêta de la conduite assistée par autonomie aux gens qui sont plutôt en train de conduire de manière très prudente. Donc voilà, après, il y a toute une autre question à quelle vitesse est-ce que ça évolue, ces ordinateurs? Parce qu'on sait que nos téléphones et nos ordinateurs évoluent vite. Mais en ce moment, la durée de vie d'une voiture, c'est environ, en Europe, 11-12 ans. Mais si la technologie avance plus vite que ça, est-ce que je peux changer mon ordinateur de bord de la voiture sans changer la voiture? Ça... Enfin bon, donc voilà, donc là, plein de questions. C'est peut-être suffisamment... Ah, mais Aurélien sur l'appel, dis donc. Merci Willem. Donc pour ceux qui nous ont rejoints, c'est un rendez-vous organisé par le Club des planeurs stratégiques. On appelle ça le planning salon. C'est un lieu d'échange sur des sujets de société.
Donc, dans le club du planning stratégique, il y a Willem, il y a moi, il y a Audrey, il y a Gaël qui sont en ligne. Et donc, merci aux autres de nous avoir rejoints. Willem vient de nous faire une introduction sur le sujet de la voiture autonome et de l'intelligence artificielle avec tout ce que ça pose comme question. Et donc, un planeur stratégique, donc, le profil existe dans les agences de com, de marketing. Le planeur stratégique, son rôle vise à définir, à creuser en tout cas, à explorer les tendances pour qu'elles fassent sens pour les marques, les entreprises, aussi bien en communication, en marketing, en innovation. Et c'est vrai que nous, en tant que planeur stratégique, on se retrouve aussi avec des questions aussi là, de comment le monde sera et avec des fois des enjeux éthiques. Et c'est intéressant d'en discuter entre nous. On peut former le monde de demain, on peut lui donner sens, on peut... Voilà, donc en tout cas, c'est une conversation libre, n'est-ce pas, Willem? Ouais, totalement ouverte. Là, j'ai posé plein de questions. Et qu'en tant que planeur stratégique, nos problématiques peuvent être aussi bien, comme je l'ai eu il y a 10 ans avec Toyota, de regarder, bon, alors, qu'est-ce qui est important de communiquer? Quels sont les axes sur lesquels on va pouvoir communiquer? Alors, bien évidemment, ça va dépendre d'une problématique à une autre et d'une marque à une autre. Là, c'est plutôt le genre de conversation qu'on est en train d'avoir maintenant. C'est vraiment généralement sur l'évolution de la technologie. Et c'est vraiment à ce stade-là, qu'est-ce que vous avez à en dire? Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous seriez prêt à donner... enfin, qu'est-ce qu'il faudrait que vous voyiez comme news pour faire confiance à un véhicule ou quelle marque? Donc, par exemple, il y a Apple qui a annoncé ils ont annoncé que le véhicule qu'ils sont en train de développer sera pleinement autonome. Est-ce que vous feriez plus confiance à la marque Apple pour être dans une voiture qui n'a pas de volant et pas de tableau de bord ou la marque Meta, par exemple, ou Google d'ailleurs en l'occurrence, parce que Waymo, c'est Google. Enfin, après, mais n'importe quelle réaction à ce stade-là, je ne sais pas si c'était trop d'informations d'un coup ou pas, mais qu'est-ce que ça vous évoque et est-ce que ouais, propose pardon, un petit tour de table où ouais. peut-être Laurent, Céline, Stéphanie, Aurélien se présentent et puis nous indiquent un peu ce que ça leur évoque. Je note quand même qu'Aurélien donc, est un spécialiste de la robotique et de l'intelligence artificielle, donc il en connaît bien plus que moi et va intervenir dans quelques jours à l'université de Gustave Eiffel pour parler de véhicules autonomes au service de la transition écologique aussi. Ben, on a hâte qui nous explique un peu qui il est et ce qu'il fait. En mute. J'ai redonné la main normalement pour que les gens puissent... Non alors je pense qu'il faut que tu le fasses toi. Oui, c'est bon. C'est bon, ça marche. Moi, je passe un peu en touriste, hein, parce que Willem m'avait invité, donc je me suis dit, c'est bon, ça marche, vous m'entendez? Ah ouais, ça marche, ouais. Tiens, je Bon, poste je passais un peu en touriste parce qu'effectivement, le sujet, je le trouve intéressant, étonnamment. Donc, moi, je suis Aurélien Corr, je suis un des cofondateurs donc, de Stanley Robotics, le CTO à l'heure actuelle. Et je suis plutôt en charge justement de tout ce qui est advanced engineering, donc tout ce qui est un peu les perspectives vers le futur et vers ce qu'on veut faire chez Stanley Robotics. Donc, le sujet est très vaste. Et je vais pas monopoliser trop la parole, mais si vous avez des questions un peu sur l'expertise, voilà, sur ce qui se passe dans le monde de la voiture autonome, je serais ravi de vous apporter mon éclairage. Même si Willem s'est beaucoup renseigné depuis quelques mois et en connaît aussi tout un rayon. Juste un point d'anecdote pour poser un peu le débat. Nous, on vient ce que disait Willem, on vient du monde de la voiture autonome. Donc, on vient de ce qui est maintenant l'université Gustave Eiffel, mais qui était l'IFSTAR avant, l'Institut français de France. Et on était chercheurs dans ce monde-là. Et on a pris le parti de monter une boîte aussi parce qu'on ne croyait pas vraiment à la façon dont la voiture autonome était en train de se développer. C'est-à-dire qu'on avait des constructeurs qui nous demandaient de mettre des capteurs à 50 balles et de voir des enfants à 250 mètres avec 2 pixels, etc. Et donc, on était tiraillés entre
effectivement des capteurs qui étaient trop chers pour embarquer dans des voitures, avec des exigences en termes de sécurité et de normes qui faisaient que donc on a créé Stanley Robotics en 2015. En 2015, il y avait déjà Google qui montait sur scène et qui disait, moi, mes enfants, ils ne passeront pas le permis de conduire, sachant qu'il le passe à 14 ans ou à 16 ans chez lui. Donc, il y croyait vraiment, en fait. Et là, 5 ans après, en fait, on voit bien que ça n'a pas marché. Et nous, on avait cette vision-là que ça ne marcherait pas comme ça. Ça ne marcherait pas comme ça parce qu'il y a effectivement ce dilemme de dire, aujourd'hui, en France, il y a 3000 morts à peu près par an sur les routes. Est-ce que si demain on dit il n'y a plus que 300 morts, mais c'est tué par des robots, est-ce que c'est acceptable ou pas? Moi, mon point de vue, c'est que ce n'était pas acceptable et que du coup, le niveau de fiabilité qu'il faut qu'on atteigne avec une voiture autonome doit être largement supérieur à l'humain. Et déjà, réussir à avoir le niveau de l'humain, ce n'est pas gagné, mais avoir un niveau qui est 100 fois supérieur à l'humain en termes de fiabilité, c'est ultra challengeant. Voilà. Bon, je vais pas en dire beaucoup plus long, mais n'hésitez pas à m'interpeller si besoin. Tous les micros sont réouverts, sauf Céline. A priori, j'arrive pas à le faire de mon côté, mais c'est peut-être que Céline l'a coupé de son côté. Mais sinon, tout le monde peut parler. Merci Aurélien. Et j'ai mis dans le chat le lien vers le séminaire de l'université de Gustave Eiffel sur l'intelligence artificielle et les véhicules autonomes pour la transition écologique. Si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est dans quelques jours, je crois que c'est vendredi en fait. Il me semble que c'est gratuit. Mais qui d'autre? Quelqu'un d'autre? Des pensées, des réactions? Je voulais bien me présenter. Peut-être Laurent, nous inviter? Enfin, moi, je m'intéresse pas mal à la robotique parce que j'ai un cursus notamment en sciences cognitives. Et je suis depuis quelques années, il y a une équipe de Bordelaises qui travaille sur des robots on va dire humanoïdes, mais aussi à roues, dans le cadre de la RoboCup, qui est une compétition internationale plutôt universitaire, on va dire, de recherche, mais où ils essaient, enfin en gros l'objectif c'est pour 2050 de faire qu'une équipe de robots plutôt humanoïdes affronte et gagne contre une équipe de footballeurs humains. Et en fait, en suivant, donc pour l'instant, ça marche pas très bien. Hein. Il y a beaucoup les robots tombent. Enfin, c'est vraiment très marrant, quoi. Ça fait un peu gadget, mais ils progressent tout de même parce qu'ils augmentent les contraintes, c'est-à-dire la taille du terrain de football, etc. Et petit à petit, ils avancent. Et ça m'a amené en allant en participer, en assistant à deux ou trois RoboCup maintenant, je ne sais même plus, au Japon, enfin au Canada. J'ai fait le déplacement un peu pour voir concrètement ce que ça donne. Souvent dans les discussions, on est arrivé à la conclusion déjà qu'on a tendance à exiger beaucoup des robots, une capacité supérieure à l'humain. C'est-à-dire, il faudrait qu'ils voient mieux que nous, qu'ils soient, etc. C'est vraiment extrêmement difficile, je trouve. Et par ailleurs, par rapport au problème justement ça touche à des problèmes d'ergonomie et de sécurité vraiment, mais très fortes, qui rejoint la problématique des systèmes à risque comme dans l'aviation, l'industrie, où on doit faire vraiment très très gaffe. Il faut que le coût social, disons, d'acceptation d'une technologie, encore plus si elle est automatisée, soit supérieur. Donc en gros, aujourd'hui, ce que me disent les gens qui travaillent sur les facteurs humains dans l'aviation, c'est qu'on pourrait faire voler les avions sans pilote, mais on continue à avoir deux pilotes, enfin un pilote, un copilote, parce que voilà, on considère qu'il faut de l'humain à bord. Mais en réalité, technologiquement, on saurait le faire sans pilote à bord. Et ils pensent que si un jour on dit que le coût du billet est très faible, économiquement, ça pourrait être un facteur d'acceptation sociale de cette automatisation. Donc là, je pense que quand je regarde moi, les risques, par exemple, dans le cas des matchs de foot humains contre robots, j'imagine un robot, ils peuvent casser en deux la jambe, quoi, par exemple. Ça peut être comme avec les tests je sais plus comment on appelle, mais les systèmes, les exosquelettes. Quand on fait même les tests, c'est dangereux, parce que ça peut si l'exosquelette part comme ça, il peut vous arracher les bras presque, on va dire, dans l'idée. En fait, c'est qu'il va vraiment falloir monter la sécurité. Et donc, c'est un point qui est quand même important à dépasser. Mais bon, je pense vraiment qu'il y a un palier qui est est-ce qu'on accepte, même s'il y a quelques risques, si c'est suffisamment bénéfique, les gens accepteront. Et moi, j'ai parlé un peu avec des gens au Japon. Il y a des Japonais qui aimeraient beaucoup avoir des voitures autonomes. Ouais. Ils aiment bien la voiture, de ce que j'ai compris, le côté avoir une voiture, mais pas forcément pour rouler tout le temps avec, quoi. Un peu, voilà. Et donc, je pense qu'il y a des gens à qui ça plairait.
Donc, le gros challenge, c'est vraiment, je pense, effectivement, cette histoire de non seulement la perception, mais aussi le moteur ce qu'on appelle les moteurs de conséquence et toute la partie interne en fait, qui permet au robot de décider ce qu'il doit faire ou pas, qui en fait est très très compliqué, parce que là, il faudrait intégrer, quelque part, la capacité sémantique à comprendre ce qui est devant lui, quoi. Ouais. Et ça, bon, là-dessus, je pense pas que ce soit impossible, mais ça me paraît. Je pense que si on suit le développement qu'il y a eu sur les robots humanoïdes, ça a pris quand même pas mal de temps. D'un côté, je trouvais que ça arrivait assez vite, parce que quand j'étais étudiant, j'ai fini en 2001, je me disais, je trouvais le robot Honda génial, quoi. Et je me suis dit quand même, ça fait plus de 20 ans, il parle de ça, vu les moyens qu'ils ont mis. Et donc finalement, aujourd'hui, je vois les équipes qui font la RoboCup, ils arrivent à faire des robots humanoïdes, quoi. Je veux dire, avec pas beaucoup de moyens, quoi, finalement, avec des servomoteurs pas hyper chers, donc finalement, ils ont réglé ce problème-là, mais je pense quand même que la partie plus cognitive, plus élaborée dans le robot, ça va être cette capacité à décider. C'est de l'éthique, moteur de décision, moteur de conséquences, moteur éthique. Voilà, donc c'est là-dessus que je ne sais pas si vraiment, il y a des recherches qui vont dans le bon sens a priori, mais je pense qu'on sous-estime le temps, quoi. Oui. Vraiment, là, de manière vraiment énorme. J'ai une question, peut-être naïve, mais l'insight consommateur pour une voiture autonome, quel est-il? Ça voudrait dire une voiture qui est partagée, donc en fait, il n'y a pas de conducteur attitré. C'est pour faciliter le transport urbain en centre-ville, désengorger les centres-villes des voitures de particuliers. C'est pour faciliter le covoiturage, on va dire. Ou c'est vraiment une demande exprimée par le conducteur qui veut être seul dans sa voiture, mais qui ne veut pas se préoccuper de la conduite. Ça, c'est intéressant comme truc, mais genre au niveau de... Alors, je pense que c'est de toute façon, c'est la direction vers laquelle les choses tendent, en termes de technologie, en termes de développement, en termes d'imaginaire, en termes de... Alors, est-ce que c'est une demande de consommateur? Difficile à dire, de la même manière que... C'est un usage partagé. Alors, usage partagé peut-être, mais on ne sait pas en fait. C'est l'économie du... Qu'est-ce que tu veux dire? Juste un mot, hein, en fait, pour moi, le fait d'en faire un véhicule partagé, comme ce qu'a pu être Autolib, par exemple, à Paris, ce genre de choses, c'est à peu près le seul moyen de trouver un business économique qui tient sur une voiture, parce que la voiture de Monsieur Tout-le-Monde en voiture autonome, elle va coûter 300 000 balles et personne ne pourra se la payer, en tout cas pas en mass market. Et donc, du coup, pour essayer de faire rentrer un business model qui colle, ils se sont dit, on va la partager, comme ça, on mutualise et ça coûte moins cher. Mais après, est-ce qu'il y a une vraie demande? Je ne sais pas. La voiture du futur serait certainement un bus autonome, parce que sur un bus, il y a des voies de bus et il y a beaucoup moins d'aléas, en fait. Oui, si on dézoome, est-ce que la question n'est pas un peu la question de l'œuf ou de la poule, c'est-à-dire est-ce que l'émergence, ou en tout cas la possibilité que la voiture réellement autonome arrive, ne va pas changer en fait l'organisation du territoire? Est-ce que ça amènerait à ce que certains types de voies, certains trajets ne soient accessibles qu'à des voitures autonomes, qu'elle soit en sharing ou qu'elle soit en propriété. Est-ce que c'est pas ça que ça oblige à dézoomer? Moi, je dirais qu'un des gros points, c'est dans les usages, c'est que une voiture autonome, elle pourrait permettre de faire du partage, en même temps d'aller dans des endroits, que quelqu'un qui n'a pas de voiture puisse commander une voiture, quoi, littéralement, sans se préoccuper de rien. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment, c'est compliqué. Alors, il faut faire du Uber, il faut faire un taxi. Il y a des cas où c'est quand même compliqué. Mais là, on pourrait du coup ne plus acheter de voiture. C'est une voiture à la demande, en fait. C'est comme on dit en anglais, as go buy, je sais pas comment on dit. As you go, as you ouais, use voilà, on paye quand on en a besoin, quoi, puis c'est tout, hein, puis basta. Et
En plus, comme elle Et est surtout, autonome, on peut faire autre Ouais. chose que conduire. voilà, on se soucie même pas de. Ça me fait penser un peu à ces mototaxis en Thaïlande, par exemple. C'est un côté, enfin, en gros, on prend le truc, hop, on dépose. Enfin voilà, c'est un côté un peu. Il y a un peu ça, ouais. Ouais, Il y avait des mecs israéliens dont le projet n'a pas spécialement bien marché, mais il y avait un TED qui était très intéressant où ils envisageaient une idée autonome où on a des espèces de modules personnels qui se séparent et se rassemblent selon les besoins de flux de transport. Bon, leur projet n'a pas super bien marché, je crois. Il n'y avait personne pour le financer, ça a capoté. Céline, tu voulais rajouter un truc? Céline, ça fait plaisir de te voir. Moi, je veux bien rajouter quelque chose. Oui, Stéphanie, bien sûr, vas-y. J'ai lancé l'idée de lever la main. Donc, J'ai levé la main. alors, vas-y. Alors, donc, on commence par qui? Stéphanie ou Céline? Stéphanie a l'air partante là. Allez, vas-y Stéphanie. En fait, alors déjà, je me présente. Moi, je suis chercheur aussi, mais plus tout ce qui est psychologie de la santé. Et j'ai, à un moment donné, travaillé pas mal aussi sur le développement de l'intelligence artificielle en neurologie principalement, chirurgie, et sur l'acceptation. Ce n'était pas tellement sur les projets d'intelligence artificielle eux-mêmes, mais sur l'acceptation du patient, d'être opéré non pas par un chirurgien, mais par une machine. Et en fait, dans tout ce que vous dites, je trouve que le comportement humain et la réaction humaine face à tout ce qui est intelligence artificielle n'est pas tellement intégré, enfin je ne l'entends pas beaucoup, au sens de certains comportements qui sont des freins. Je pense principalement aussi à Milgram. Ça en fait vraiment, même si c'est ancien, on sait que ça marche toujours, la soumission à l'autorité, ce genre de choses, et donc le besoin parallèle inverse de contrôle. Et c'est un besoin vraiment important. Et j'avais travaillé notamment sur une recherche qui était plutôt intéressante, ça c'était avec la mairie de Paris, et qui avait rénové un ensemble de bâtiments au niveau du chauffage, de tout ce qui était énergie domestique. Et au bout de 6 mois, ils s'étaient rendu compte que les nouveaux bâtiments, finalement, la consommation était plus importante que dans les anciens. Donc, c'était quand même l'effet paradoxal. Donc, mais c'était surtout un effet rebond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens pensent avoir le contrôle, je dis bien pensent avoir le contrôle sur leur consommation d'énergie domestique, ben, finalement, ils ne l'ont plus du tout. Donc, moi, ce que je me demande, c'est dans le cadre de l'utilisation, non pas de la réalisation de voitures autonomes, mais dans le cadre, admettons qu'elles soient là demain, comment on fait accepter justement, la fait passer dans les mœurs, quoi, accepter l'aménagement du territoire nécessaire, donc quelqu'un vient de parler, excusez-moi, je n'ai pas retenu tous les noms, l'acceptation aussi du partage, parce que le fait le contrôle, c'est aussi la possession. Donc, comment on travaille tout ça aussi en amont, en même temps que le développement, je dirais, d'ingénierie, quoi. Est-ce que c'est pensé? Est-ce que c'est comment vous travaillez en collaboration avec des chercheurs de ce côté-là? Ah, c'est une très, très bonne question. William, tu n'es pas toujours la personne obligée de répondre. En tout cas, Non, pas du tout. Non, mais Vas-y. voilà, je dis, est-ce que vous avez connaissance de certaines choses? Parce que pour moi, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Les recherches, elles ne peuvent pas être… Souvent, ce qui se passe, et c'est ce qui s'était passé notamment justement en médecine, c'est qu'on développe d'abord l'ingénierie, et puis après, on se dit, ah ben mince, les patients, ils n'en veulent pas. Donc, on a l'air un peu stupide. Et donc, du coup, elle est renfort des autres chercheurs et ça perd du temps. Alors que si c'était développé peut-être conjointement, je dirais avec une forme de transaction entre les domaines de recherche, peut-être qu'on pourrait aussi gagner du temps. Et de ce que j'observe, c'est quasiment jamais le cas. Ouais. Mais je peux me tromper, hein. Moi, je me posais un peu, j'enlève ma main comme ça, je passe la main à Céline. Moi, je me posais un peu la même question avec à qui c'est vraiment utile une voiture autonome pilotée par de l'IA. Et j'avais une proposition de réponse un peu peut-être piquante, qui est ceux qui n'ont pas de permis de conduire. Voilà, mais après, je passe la main. Non, mais aussi ce qui est dit tout à l'heure, ceux qui n'ont pas de permis de conduire, si on nous prouve demain qu'on a beaucoup moins d'accidents, enfin que c'est moins accidentogène dans tous les cas qu'une voiture classique, qu'on renverse moins les cyclistes, j'en sais rien, quoi, mais en tous les cas qu'il y a un plus, mais ça n'enlèvera pas les autres problèmes. Ouais. On passe la main à Céline. Céline, tu voulais rajouter quelque chose?
Bonjour à tous. Donc moi, je suis Céline, je vous écoute depuis Montréal. Et, je suis en maîtrise en innovation sociale. Et donc, il y a plusieurs choses qui m'interpellaient, notamment donc, la question de ça sert à qui et ça sert à quoi. Mais je me disais, en fait, ça doit quand même être extrêmement variable selon le type de territoire où c'est utilisé. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'en zone rurale, pour des gens qui soit n'ont pas le permis, soit n'ont plus l'âge de conduire, soit ont peur de X, Y, Z, ça peut servir. En même temps, ça peut peut-être servir parce que du coup, on peut avoir un accompagnant qui n'est pas forcément obligé de conduire. Et ça peut être un point intéressant. Je pense que c'est très, très, très différent du modèle urbain où on va se retrouver avec du taxi, en gros, hein, avec de proximité. Voilà. Et puis après, il y a tout le périurbain où la voiture est indispensable pour vivre. Et finalement, tout le monde prend le trajet, enfin, la voiture à peu près en même temps. Donc, c'est là que le partage me semble particulièrement pas possible. Je ne sais pas comment on peut partager le fait qu'on a besoin de la voiture à la même heure pour aller bosser, pour aller emmener les enfants à l'école. Et qu'un des éléments. Alors, moi, je suis une ex-automobiliste qui n'est plus de voiture depuis plusieurs années. Qui est toujours vécu qui vit dans des grands centres urbains depuis longtemps. Donc, avec des grands centres urbains plus ou moins aménagés pour la voiture, parce que j'étais à Marseille avant. Marseille n'est pas réputée pour ses transports en commun fantastiques. Donc, la voiture, en fait, ça donne un sentiment d'autonomie vraiment personnel qui est très important. Donc, on peut se dire, la voiture autonome, ça me donnera le même sentiment d'autonomie. Donc, je ne vois pas comment elle se partage. Et deux, du coup, je suis quand même super sceptique sur l'impact écologique du truc, parce que si c'est pour remplacer des kilomètres d'embouteillage de voitures conduites par des gens, des kilomètres d'embouteillage de voitures autonomes, je vois bien l'effet repos sur les personnes. On est moins fatigué, on est moins stressé, on peut faire autre chose pendant qu'on est dans sa voiture. Mais l'aspect écologique, je ne le vois pas du tout. Et le dernier point, c'est quand même qu'en termes, si on parle de communication et marketing, ça fait des dizaines d'années qu'on vend la voiture comme une espèce de prolongement de l'ego. Je vais être un tout petit peu caricatural, mais le syndrome du mec qui conduit sa bagnole. Celui-là, je ne vois pas comment il va accepter d'être une voiture autonome. Voilà. Je vois comment certaines fois, il faut se battre avec des copains pour qu'ils ne conduisent pas alors qu'ils sont complètement bourrés. Parce que non, ils en sont capables. Je me dis, le jour où on va leur dire, en fait, non, c'est pas toi qui conduis, c'est le robot. Je suis assez sceptique sur cette catégorie de marché, mais je pense que c'est une catégorie de marché. Et qui est importante, hein, qui est très importante. Moi, déjà, rien qu'à voir quand je dis à des amis, bon, c'est anecdotique, hein, mais que finalement, je trouve que la voiture automatique, c'est vachement bien parce qu'on se prend vachement moins la tête et qu'il y a des gens qui sont là, ah non, mais c'est hors de question. Moi, j'aime beaucoup ma vitesse, ma boîte manuelle, ma boîte de vitesse, c'est vachement bien. Et puis après, sinon, sur la question de qui profite, alors, de voir que Tesla, c'est la boîte automobile qui vaut le plus et qui vaut beaucoup plus que des gens qui construisent des voitures depuis 100 ans ou des centaines d'années, on pourrait dire de manière un petit peu cynique que les gens qui vont profiter, c'est Elon Musk et ou la plupart des gens qui investissent dans ce genre de business, quoi. Probablement. Donc, la question écologique, peut-être pas forcément principalement plus importante que les autres. Encore une fois, perspective cynique. Mais je regarde la valeur sur le marché qu'a Tesla, c'est quand même extraordinaire. Truc qui n'existait pas il y a quoi, ça a 15 ans, là, cette Tesla, même pas. Mais la promesse de Tesla, ce n'est pas une voiture qui est full autonome, c'est une voiture que tu peux switcher d'un mode à l'autre. J'ai l'impression Pour que l'instant. Mais je dis ça comme exemple. Hein, il se pourrait alors aussi avoir dans le genre, là, mais pour l'instant, le mode de discussion du moment, c'est principalement voiture électrique, avec un petit peu un saupoudrement de technologie autonome qui a l'air d'être le prochain truc et la prochaine différenciation. Et une boîte comme, je ne sais pas si vous avez suivi Rivian, donc une Rivian, un nouveau constructeur automobile qui a 2 ans, même pas, qui construit une voiture autonome, électrique, qui est partie sur le marché public, enfin le marché d'offres
aux États-Unis et qui a été évalué à 1,6 milliard directement. Bon, ça a baissé juste après. C'était en train de s'ajuster, mais c'est des mecs qui ont vendu 1200 voitures, même pas. Et mais là, il y a même une nouvelle entreprise qui vend des voitures électriques. Elle n'a pas produit une seule, qu'elle est valorisée déjà dans le top 10, 15. Ouais. Il y a des mains levées. Alors, essayons de garder le principe des mains levées, peut-être. Allez, pardon, Ou alors, oui. on Laurent. enlève le principe des mains levées, mais j'ai l'impression que ça aide quand même. Donc, Laurent. Moi, j'avais juste deux, trois éléments par rapport à disons l'autonomie potentielle avec la voiture versus l'autonomie, enfin le sentiment d'autonomie de la personne. C'est qu'il y a, au niveau de, notamment côté aviation, il y a eu des tests, on sait que l'automatisation a tendance à faire augmenter la charge mentale, notamment chez les pilotes, parce qu'ils se demandent, quand ils ont l'habitude, c'est des experts en fait du pilotage, en gros, ils ont tendance à se demander qu'est-ce que fabrique cette machine. Comment ça se fait que, comment la machine que je manipule, le système, décide, en tout cas produit ce qu'il produit. Parce que dans les avions, il y a beaucoup d'automatisation maintenant. Donc, ça a tendance à faire cet effet-là. Donc, c'est un point qui peut intervenir à un moment donné. On peut se demander, mais comment ça se fait que cette machine arrive à faire toutes ces décisions-là? Qu'est-ce qu'il fabrique? Et l'autre point où il peut avoir un petit souci selon les profils utilisateurs, c'est que ça peut venir heurter, disons, ce qu'on appelle, côté anglo-saxon, ils appellent ça agency, donc c'est l'agentivité. C'est quand même ce qui nous donne la capacité à agir sur le monde, quoi. Donc, bon, il y a des gens qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête avec une voiture, voilà. Mais il y en a peut-être d'autres qui vont être un peu gênés en se disant, ouais, mais bon, voilà, moi je veux garder la main, quoi. Je veux piloter ma voiture, quoi. Donc c'est un point, bon. Mais c'est vrai que je ne savais pas qu'en fait on pouvait switcher de mode. C'est vrai que par exemple dans la voiture électrique, je crois que c'était Toyota, ils avaient le mode hybride et c'est comme ça qu'ils ont commencé en fait. Et c'est vrai que j'avais jamais réfléchi à la possibilité de choisir comme un pilote d'avion en fait, entre mode automatique, mode pas automatique. J'avais jamais réfléchi à ça. Il y a des cas où c'est pas mal. Pour se garer par exemple, il y a des gens ils n'arrivent pas à se garer. Le créneau c'est une horreur. Bon, il y a des voitures qui le font bien, quoi. Donc ça peut être un exemple où on peut adorer faire le fou, faire le fanjo, et puis moi les créneaux ça me gonfle, quoi. Et hop. Je pense que ce concept de contrôle est très intéressant, que dit Stéphanie et Laurent, qu'il y a des chances que même quand la technologie sera disponible pour que la voiture soit pleinement autonome, que il y a encore des années avant que les gens l'utilisent à 100%, quoi. Peut-être. Et le concept d'agentivité, c'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte au conducteur en fait en tant que d'être au contrôle. En tant que, est-ce que ça lui permet de faire des choses en fait? Est-ce que son agentivité augmente ou pas? Conduire, moi c'est rigolo parce que moi alors, pendant très longtemps j'avais pas le permis, je l'ai passé très tard et ça ne m'intéresse absolument pas de perdre mon temps à conduire une voiture, quoi. Je trouve que j'ai vachement mieux à faire avec mon attention et mon esprit que de conduire une voiture. Ça ne m'intéresse absolument pas. Donc dès que ce sera disponible, qu'il y a quelqu'un. Déjà, ou l'autre côté qui est intéressant, mais qui est encore une question de contrôle, et ça rejoint tout ce qui était dit au niveau éthique et au niveau contrôle, c'est pour moi le fait que je fasse confiance à un conducteur ou une conductrice d'une voiture, c'est déjà, je mets ma vie entre leurs mains, quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce que ça demanderait que je mette ma vie entre les mains d'un truc qui soit artificiel? Au final, bon, peut-être pas tant que ça. Il faut que ce soit légal et qu'il y ait des marques auxquelles j'ai confiance, quoi. Mais bon, peut-être que je suis un cas particulier, je ne sais pas. Moi, j'ai contrôle sur ma vie, mais je n'ai pas besoin d'avoir contrôle sur ma voiture. J'ai juste besoin d'aller quelque part. Et si je peux faire autre chose en même temps, c'est tant mieux, quoi. Ça rejoint sans doute aussi ce que disait Stéphanie, je crois, tout à l'heure, sur ce qui est prévu quand une innovation arrive et ce qui se passe dans les faits qui est parfois complètement en contradiction avec ça. Oui. Peut-être aussi que pour que ces choses-là fonctionnent, et dans les sciences comportementales et la communication en interface avec les sciences comportementales, il y a quand même des tentatives qui montrent que ça fonctionne, que ça fait changer les comportements, mais peut-être que l'état d'esprit au départ doit être déjà dans l'acceptation d'un truc, quoi. Peut-être que si toi, qui n'as pas besoin d'être dans le contrôle sur le rapport à la voiture, tu l'utiliseras mieux
de la même façon presque quand on est super énervé et qu'on est devant son ordinateur et qu'on le fait planter, quoi. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Et il y a de grandes chances que ce genre de choses soit mené par, à tort ou à raison, et que ça marche ou pas, que ce soit mené par les ingénieurs et la technologie, l'industrie de la technologie, plus que par de quoi est-ce que les gens ont besoin. Même s'il y aura des exemples qui disent que, qui prouvent que oui, c'est intéressant quand même pour tout le monde, si ça a du sens ce que je dis, quoi. Parce que je veux dire par là, je pensais au téléphone, et le téléphone portable et l'iPhone tel qu'il a été envisagé. Est-ce qu'on en avait besoin? Non. Est-ce qu'on en a tous envie? On en a tous un? Oui. Et ça, c'est le genre d'évolution qui n'est pas évidente à dire dans quelle direction ou à quoi ça va ressembler quand ce sera là. Rappelle-nous peut-être les 4 stades. Les 5 stades Les 5 stades de l'automatisation, ça peut peut-être nous faire. de l'autonomie, en fait. Donc, c'est Ouais. de 0 à 2, donc 0 à 2. Donc, 0, c'est à quel point est-ce que la conduite est assistée par l'ordinateur ou gérée par l'humain. Donc, c'est relativement flou et ça reste théorique. Mais l'idée, c'est qu'au niveau 0, donc c'est complètement l'humain qui gère tout. Même s'il y a des caméras pour dire, ou des bips ou des choses comme ça aide, mais c'est l'humain qui conduit quand même. Tu vois. Au niveau 1, il y a un premier niveau d'assistance à la conduite. Donc, par exemple, si j'allume un contrôle de vitesse de croisière et qu'il adapte sa vitesse accélération et décélération par rapport à la vitesse des autres voitures sur les voies, ou alors qu'il réajuste la voiture si elle va bouger de voie, sans que tu interviennes, là, on est niveau 1, je crois, voire même peut-être niveau 2. Non, niveau 2, il y a plus de fonctions qui sont assistées. Donc là, la voiture, elle commence à pouvoir tourner, par exemple. Niveau 2, ils disent que c'est main libre. Main libre, ok, d'accord. Tu vois, et j'ai lu pas mal d'articles, il n'y a pas une seule manière de définir les niveaux. Enfin, je pense que si on va au document de référence de la Société des ingénieurs automobiles, il doit y avoir une description que moi, j'ai lu plein de posts différents qui expliquent. Mais il y a les niveaux 2, 3. Niveau 2, 3, ce n'est pas forcément évident à capter exactement. En dehors de, apparemment, ce qui bascule au niveau 3, c'est que la responsabilité est plus à l'ordinateur qu'à l'humain. Parce que le niveau 3, en fait, entre le niveau 2 et le niveau 3, ce qui se passe, c'est que le niveau 2, on lâche, enfin, il n'y a plus les mains, quoi. Ouais. Mais on doit rester, enfin, on doit regarder quand même, on reste attentif toujours, mais ouais. Par contre, niveau 3, on n'a plus besoin de regarder, quoi. Ce qui est quand même, c'est ce qui est marqué, hein. C'est level 3, level 3, eyes off. Moi, je croyais mais quand même qu'au niveau 3 et au niveau 4, tu dois quand même être prêt à reprendre le contrôle s'il y a un souci. Normalement. En principe. Donc quand même, on regarde la route, je pense. Enfin, c'est parce qu'en fait, c'est parce qu'en fait, donc là, sur le niveau 0 à 5, ce qui fait en fait 6 niveaux quand même, mine de rien. Donc, le 5e, c'est le niveau 5, et le 6, en fait, c'est totalement, voilà, le truc est autonome. Et c'est juste que, en fait, le moment charnière, c'est quand même du niveau 2 à 3. Parce que là, en gros, si jamais le système autonome déconne, faut réagir vite, quoi, je pense, parce que le niveau 4, on est comme ça, quoi. Niveau 4. Ils disent brain off. Ça veut dire, niveau 4, on est déjà, pour moi, on n'est plus en contrôle de grand-chose. Hein. En fait, on est un passager, voilà, niveau 4. Dans le niveau 3, en fait, la voiture peut faire appel à toi. Et donc, du coup, après, il y a toute une histoire de combien de temps tu as besoin pour reprendre le contrôle. Est-ce que tu as le droit à quelques secondes? Est-ce que tu as le droit à une dizaine de secondes? Typiquement, l'exemple qu'il donne, c'est tu arrives au péage. Au péage, d'un coup, il n'y a plus de marquage, il n'y a plus rien, c'est une anarchie complète, il y a des véhicules partout. Le véhicule, il sait que tu vas arriver au péage. Du coup, une minute avant ou 30 secondes avant, il va te prévenir, il va te dire attention, j'arrive au péage, je ne vais pas être capable de gérer, il faut que tu reprennes la main. Et là, toi, tu viens, tu touches le volant, tu reprends la main et du coup, tu gères le passage du péage. Et puis, une fois que tu as passé le péage, tu réenclenches et reprends la main. Donc, en fait, tu as ce truc-là. Et si jamais, la théorie du niveau 3, c'est que si jamais tu ne reprends pas la main à ce moment-là, elle va se foutre elle va se mettre sur le côté, sur la bande d'arrêt d'urgence en safety. Elle va s'arrêter, elle va attendre que tu te réveilles. Donc, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière. C'est la grosse différence entre le 2 et le 3, c'est ça. C'est qu'en fait, l'intervention sur le 2, elle est immédiate. Sur le 3, elle est planifiée par le véhicule. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir de ce moment-là, c'est lui qui est responsable de tous les trucs immédiats. S'il faut donner un gros coup de frein, c'est lui qui doit donner un gros coup de frein et c'est pas toi.
Aurélien, là, le cas des Tesla où les conducteurs étaient endormis et la voiture, elle roulait Ouais, ça pendant ça des me va. dizaines de kilomètres, enfin, je crois des dizaines de kilomètres, il me semble. Ça, c'est un niveau Les 4. centaines, ils n'ont pas Pas l'autonomie. vraiment un niveau 4. C'est un peu fou. Ouais, exceptionnel. Après, moi, ces niveaux-là, c'est un peu. Faut voir un peu qu'on met derrière. Mais après, la différence entre les niveaux au-dessus, c'est le niveau 5, en fait, c'était capable d'aborder un endroit où tu n'as jamais été. Là où dans un niveau 4, tu vas que sur des trajets que tu connais déjà. Voilà, c'est en gros ça la petite différence. Il peut y avoir un petit effet comment dire, de glissement de la signification des niveaux avec l'évolution technique, quoi. Un peu comme l'IA Ouais, d'une époque. Aujourd'hui, l'IA d'il y a 20 ans, ça fait rigoler. Enfin, on dit que c'est Mm. on dit que c'est pas de l'IA. Enfin. Voilà. Et donc, du coup, toute la problématique de la reprise en main est effectivement une problématique qui a beaucoup porté d'études sur les. Enfin, il y a eu pas mal de psychologues de la conduite qui se sont posés sur cette question de dire comment est-ce que tu interpelles le conducteur pour qu'il reprenne la main, etc. Voilà. La question de l'usage, hein, pour moi, est toujours une bonne question. Hein. Pour moi, la voiture autonome, c'était juste, c'est très science-fiction, en fait. Enfin, dans le sens, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui bossent là-dessus? C'est parce que un jour, les gens se sont dit, ce serait bien si on n'avait plus besoin de conduire, en fait. Même si, effectivement, il y a peut-être pas une demande si forte que ça sur le besoin de la voiture autonome. Bon, voilà. Je vois que Céline, Céline a levé la main. Ouais. Du coup, je me dis, mais finalement, c'est vraiment pas très innovant quoi, de se dire qu'on va continuer d'avoir des voitures qui auront des volants et des roues, et que ce soit nous qui les conduisions ou d'autres. Finalement, je me dis, il y a quand même un espèce de gap sur comment imaginer les déplacements qui est assez manquant. Et par contre, l'endroit où je voyais vraiment bien le plus d'applications, c'était plutôt dans le transport routier. Je me dis là, pour le coup, pouvoir supprimer, c'est toujours pareil, mais supprimer des chauffeurs, allonger les temps de circulation, éviter les pauses pouvoir voyager toute la nuit sans que le mec ait besoin de dormir. ça fait partie des premières applications sur lesquelles il y a beaucoup d'entreprises qui sont penchées, qui essayent de débloquer comment faire de la conduite de camions, de navettes, qui seraient des bus à l'avenir. Tout ça, ça existe déjà avec certains des métros dans certaines villes, parce que ça, c'est plus facile, c'est sur des rails, hein, donc il n'y a pas t'es pas sur la route. Il y a tout ce concept que j'ai appris on travaille avec Aurélien et Clément avec Stanley Robotics, d'environnement fermé ou d'environnement ouvert. Donc là, pour l'instant, par exemple, il y a pas mal de boîtes qui développent des navettes autonomes, mais qui ne fonctionnent que dans des environnements fermés, dans le genre à l'intérieur d'un parking où on sait exactement où ils ne sont pas sur la route encore. Ils commencent, je crois qu'il y en a qui commencent à faire de la route, ou alors il y a aussi des navettes de livraison, un truc comme ça. Sur les autoroutes, tu pourrais imaginer, y compris du coup, qui aurait quasiment dédié une voie, tu vois, en disant, j'en sais rien, la nuit, la voie, elle est dédiée au transport routier autonome, le mec qui circule en file. Il y a des chances qu'on aille dans leur Après, voie. ça marche. Après, il faut gérer les insertions, les sorties, etc. Les passages de péage. Enfin, il y a un certain nombre de problématiques qui font qu'effectivement, sur certains bouts de trajet, ça peut marcher. Mais si pendant les autres bouts, tu as besoin de quelqu'un, bah, du coup, tu es quand même obligé d'avoir quelqu'un. Donc, dans le gain que tu as à mettre un camion autonome, si finalement, tu as quand même besoin d'avoir quelqu'un derrière le volant, ça se perd. Donc, et quelque part, après, tu te dis, enfin, moi, ce qui est marrant, c'est que ça me rappelle, j'ai intégré l'Institut français des transports en tant que chargé de recherche en 2006. Donc, ça commence à remonter un peu, hein, 15 ans. Moi, je me rappelle que sur le concours que j'avais passé, à l'oral que j'avais passé pour rentrer, il m'avait posé la question, il m'avait dit, mais vous, les voitures autonomes, vous voyez ça comment? Il y avait eu pas mal d'études qui avaient été faites dans le début des années 2000, déjà un peu sur justement qu'est-ce que ça voulait dire une voiture autonome. C'est là où ils ont posé les 5 niveaux, etc. etc. Et moi, j'ai dit, bah, aujourd'hui, la voiture autonome telle qu'elle est faite, c'est ça, c'est de la voie dédiée. Donc, il faut une voie dédiée sur l'autoroute dans laquelle les voitures, où il y a le droit que aux voitures autonomes, parce que si tu mets des voitures normales au milieu, c'est tout de suite le Bronx, etc. Et donc, du coup, bah, à ce niveau-là, tu mets deux rails, tu fais un train, c'est plus facile, quoi. Enfin, tu n'as plus besoin d'avoir une voiture, quoi. L'intérêt de la voiture se perd, en fait,
de ce point de vue-là, quoi. Donc, c'était mon point de vue il y a 15 ans. Je suis pas sûr que c'est beaucoup changé, mais après… Donc, ça se discute parce que construire des rails, ça coûte vachement cher. Le Ouais. fret, Ouais, franchement, en ça marche. autoroute aussi. Mais elles sont déjà là, les autoroutes. Il y a plein Oui, d'autoroutes qui sont bien déjà sûr, là. ouais, des rails aussi. Hein, Et le fret ferroviaire, c'est quand même compliqué. ouais. Alors ça, je ne Et en maîtrise plus, pas. tu peux partager éventuellement, pas forcément à 100% du temps. Tu pourrais dire, c'est dédié la nuit. Ouais. Et après, tu imagines que tu installes des hubs régulièrement où les trucs sortent sur des plateformes où ils sont redispatchés, où il y a des chauffeurs qui font les morceaux qui manquent. Le problème du fret, c'est les derniers kilomètres, en fait. Donc là, par exemple, sur Rungis, on voit effectivement l'intérêt d'avoir du fret ferroviaire depuis le sud jusqu'à Paris. Et ensuite, se pose la question de l'acheminement dans le centre de Paris. Donc, on parle du dernier kilomètre comme on peut parler des 20 derniers kilomètres. Et c'est vrai qu'il y a une consommation en essence et une émission de CO2 des camions qui est bien supérieure à celle du fret, enfin celle des camions, quoi, enfin Le rail. des rails. Et donc, c'est pour ça que, en tout cas, la solution au ferroviaire, c'est d'avoir des gros hubs de dispatch dans les villes, quoi. Donc, le train arrive, il y a un hub de dispatch avec là des camions qui vont faire les derniers kilomètres. Après, ça reste intéressant quand même de réfléchir aux bus autonomes, aux camions autonomes. Ah oui. Ça reste pertinent sur des trajets, en tout cas nationaux, internationaux. C'est clair que là-dessus, le ferroviaire est supérieur, quoi. C'est ça que les transports en commun autonomes, où tu pourrais du coup multiplier le rythme de passage de transport parce que tu n'as pas de problème de main-d'œuvre, des zones dans lesquelles ça serait intéressant aussi. Oui, bah, il y a pas mal EasyMile et Navia, c'est le pari qu'ils ont fait sur la navette autonome. C'est un des business models qui fonctionnent bien. Ouais. Mais c'est intéressant, en tout cas, dans les 5 niveaux, bon, ça a été fait dans les années 2000, fin début des années 2000, mais c'est vrai, cette réflexion par rapport à la perte de contrôle, quoi. Tout est autonome versus non autonome et les différents seuils. Et c'est vrai qu'on se pose la question de c'est quoi un peu l'utilité quand même. C'est quoi l'utilité, quoi? Moi, j'en reste un peu sur… Tu veux dire que c'est voiture autonome versus conducteur dépendant? Pardon? Si la voiture est autonome, c'est que le conducteur ou le passager devient dépendant, en fait. Le conducteur devient passager, non? C'est pas ça. En tout cas, tu deviens dépendant. Si la voiture elle autonomise du conducteur, le conducteur, lui, devient dépendant de l'intelligence artificielle. Ah oui, donc c'est cette histoire de perte de contrôle, en fait, oui. Ouais. À qui a le contrôle, qui a la responsabilité, en fait. Et tout est basé dans la réflexion sur ces 5 seuils ou 6 seuils par rapport à ça. Et on ne voit pas très bien quel est le gain d'utilité ou de sécurité ou dans chacun des seuils, quoi. Si j'étais l'entreprise qui les vend, un des intérêts, c'est d'avoir une audience captive. Maintenant, tu n'as pas juste des clients qui achètent ta voiture, tu as des gens qui deviennent ton audience captive, à qui tu peux communiquer, vendre de la pub, j'en sais rien, faire des trucs, quoi. Tu peux en mettre des écrans et tu peux dire, voilà, tous les gens qui ont des voitures qui sont à moi, ça devient mon audience. C'est la voiture autonome et le nouveau TF1. Un peu, ouais. C'est dingue. Comme effectivement, on ne voit pas l'utilité, on se dit que c'est la publicité qui va payer. La publicité ou d'autres services, quoi, d'une manière ou d'une autre. Non, mais l'automatisation, disons, la partie autonome peut permettre aussi quand même de synchroniser les voitures, de faire des applications type système multi-agent, mais pour éviter l'embouteillage, etc. Je gérer la dissonance cognitive qui dit que je vais passer par là et tout le monde y va et après on est en embouteillage. La machine, oui, si elle a les informations, elle peut dire bon, non, en gros, on va pas faire ça, on va appliquer un plan différent. Mais bon. La synchronisation des voitures entre elles sur l'autoroute, on le voit bien, et ça peut fluidifier le trafic. Ça, c'est une vraie préoccupation des gens qui sont dans le transport, etc. C'est la fluidité du trafic. Et avec la fluidité va la meilleure performance énergétique. Oui, parce qu'on peut faire que la vitesse n'est pas obligée. Enfin, la vitesse peut être plus constante, moins fluctuante, quoi. A priori, ça peut être pas mal. Maintenant.
qu'il y a quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas prêts à ça, quoi. Ouais, il y a ça. Et du En coup, plus, il y a une... ouais. ça pose la question du partage des données entre les différents conducteurs, enfin les différentes marques de voitures et les différents opérateurs. Et à un moment, il faut interopérer tous les systèmes si tu veux avoir une régulation un peu macro. Oui, ça, c'est une grosse question aussi, oui. Et c'est le genre d'information qui serait clairement confidentielle et qui valent beaucoup d'argent pour les mecs qui opèrent la voiture. Moi, j'avais cette question un peu impertinente aussi sur est-ce que la voiture autonome de demain ne sera pas contrôlée par l'intelligence collective. Et donc là, par rapport à la conversation, c'est vrai qu'on pourrait indiquer 30 secondes ou une minute avant qu'on va décélérer. Et l'information étant partagée, les autres savent 30 secondes ou une minute avant qu'on décélère. Et donc, ce partage d'informations pourrait avoir un sens dans une conduite sur une autoroute. Ouais. Il est presque 20 heures, on va peut-être boucler. On a dit qu'on... Bah, du coup, on pensait, tu as vu, on ne pensait pas aller jusqu'à 20 heures. Et en fait, bon, bah, ça va vite. Hein. Ouais, ici. Alors, sinon, juste pour le switch entre le mode autonome versus non autonome, l'autonome pourrait être, au lieu d'être, pas tout le temps actif, donc il pourrait être par contre intéressant à être activé dans certaines zones. Par exemple, les villes qui ne veulent plus avoir beaucoup de véhicules, bah, ils pourraient peut-être quand même en avoir, d'autant plus si c'est des véhicules électriques, par exemple, imaginons, et afin justement de les laisser circuler, mais de manière, disons, harmonieuse, on va dire, pas trop rapide, en contrôlant un peu les flux, évitant d'avoir plein de gens partout, quoi. Mais bon, ça implique quand même à chaque fois de donner accès, d'avoir un protocole en fait sécurisé qui autorise, disons, une ville, imaginons, ou un système de gestion des feux, enfin un système comme ça, de contrôler des véhicules. Bon. C'est encore une autre histoire. Donc, avant de nous quitter, je vous propose un petit tour de table sur une idée qu'on garde en tête, quelque chose qui nous semble important, sur lequel on veut porter notre attention dans le futur. Que chacun dise, ah tiens, voilà, ça me semble important de réfléchir à ce sujet-là, d'explorer cette piste-là. Voilà, quelque chose avec, voilà, vous repartez avec cette idée en tête que ça mérite quand même notre attention. Bien me lancer. Moi, j'ai particulièrement été intéressée par le commentaire de Stéphanie sur à quel moment est-ce qu'on inclut les usagers, non pas juste pour leur faire accepter quelque chose, mais pour construire avec eux des solutions qui les aident. Laurent, peut-être? C'est peut-être peut-être m'intéresser aux usages et essayer de voir penser dans quelle manière, à quel moment, pourquoi est-ce que l'autonomie technologique comme une voiture, est-ce que c'est la même, est-ce qu'elle rejoint l'autonomie de déplacement, la liberté de déplacement qu'on a, qui est très simple, basiquement, je vais aller en ville, j'y vais, et puis voilà. Ou est-ce que ça s'accorde ou pas, et du coup, est-ce qu'on a besoin de cette même autonomie quand on décide de prendre un véhicule pour aller plus loin? Ce qui n'est pas certain, parce que c'est un trajet qui est un peu, il y a une trajectoire, justement. Donc ça implique un peu d'embarquer dans une sorte de balistique comme ça, donc un peu différent de juste partir en ville tranquillement. Même. Ouais, ça rejoint pour moi ce que je retiens et ce qui m'intéresse. Tout m'intéressait, c'était vraiment un plaisir de toute façon de partager avec vous et de discuter. Mais ce que tu viens de dire, Laurent, et ce qu'avait dit Stéphanie aussi, je vais utiliser le mot d'agentivité parce que c'est un concept qui m'intéresse et auquel je pense en général pas forcément par rapport à la voiture et au transport. Juste parce que c'est pas un domaine où moi je peux laisser le contrôle à un pilote ou à quelqu'un d'autre, mais je sais que c'est super important pour énormément de gens. Et donc de regarder, de considérer cette idée-là et comment est-ce que cette idée d'être en contrôle peut être adaptée à donner plus d'autonomie à la voiture, ou est-ce que ça va être vraiment une barrière qui va être une barrière pendant longtemps, quoi. Gaël, peut-être ou... Ouais, Aurélien. Moi, de mon côté, une réflexion en fait que du coup je vais garder dans un coin de ma tête, ça a été de se dire mais en fait une voiture autonome c'est pas très disruptif, quoi. Est-ce qu'on n'a pas un nouveau moyen de transport à inventer qui serait plus disruptif que juste de prendre une bagnole et de lui mettre
une intelligence à l'intérieur et essayer d'en faire un truc qui finalement se déplace de la même façon, avec toutes les contraintes que ça sous-tend sur l'infrastructure, sur l'écologie, etc. Donc voilà, donc je vais bosser à la téléportation. Ou un truc Exactement comme ce ça, que j'allais dire, la téléportation, quoi. mais bon, c'est pas gagné encore. Je crois qu'il y a quelques limitations physiques, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose à inventer plutôt que de effectivement prendre un truc qui existe. Et en général, c'est pas comme ça qu'on fait des bonnes ruptures, quoi. Voilà. Moi, je garde l'idée de Stéphanie d'une meilleure collaboration entre les chercheurs et intégrer les sciences du comportement dans ces sujets de recherche. Et Laurent m'a fait penser que peut-être que la voiture de demain sera un skateboard, parce que je regarde League of Legends avec Arcane, et il y a un personnage qui a un skateboard et qui arrive à se faufiler partout. Et ce mode de locomotion a l'air super cool, quoi. Et donc, du coup, par rapport à son idée de liberté, voilà, est-ce que la voiture autonome de demain, ce serait pas un skateboard? C'est drôle parce que j'ai pensé à ça aussi, j'en profite pour rebondir parce que je vais être assez proche et je trouvais en fait que on a beaucoup parlé de la perte de contrôle sur la perte de contrôle de l'outil qui est déjà choisi. Sans réfléchir que une voiture c'est quand même fait pour aller d'un point A à un point, enfin aller quelque part quoi, et aller quelque part c'est choisir son chemin. Or si on est en train de parler de toutes nouvelles, plein de nouvelles architectures, façons de faire et tout, on choisit plus vraiment, on peut plus choisir son chemin dans ces conditions. Donc je pense qu'il y a aussi ces deux pôles là. Elle. Oui, moi je pense qu'effectivement, il y a une distinction des usages en milieu urbain et, et en dehors des villes. Je pense par exemple, l'exemple du Canada où réside Stéphanie, des grands espaces, je pense que c'est pas fait pour des voitures autonomes, c'est plutôt dans des milieux voilà, urbains très encombrés. Et où là, effectivement, on n'a pas, avec les transports en commun actuels, on ne choisit pas son chemin quand tu montes dans une ligne de métro ou dans une ligne de bus. Donc, je pense que l'acceptation est plus facile aussi. Et Willem, allez. Si j'avais 8 heures j'ai je crois. conduit un peu au Canada, et si j'ai 8 heures à faire de conduite au Canada, je préfère bouquiner que de conduire, hein, perso. Mais bon, ça, je l'avais déjà dit. Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu. C'est une conversation vraiment intéressante. On vous tiendra au courant pour la troisième session et de quoi on va parler. Après, à chaque fois, ce sera des conversations et des thèmes très différents les uns des autres. Enfin, c'est ce qu'on se dit pour l'instant, mais on va débriefer et voir qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là par la suite. Et voilà, merci beaucoup et passez une bonne soirée et on vous tient au courant. Regardez ce qui se passe chez le Club des planeurs stratégiques pour les prochains thèmes. Merci. Salut. Merci. beaucoup. Salut.